Merci à tous de prendre place. On va respecter l'horaire pour terminer notre dernier module à 17h30 pour ceux qui rentrent un peu loin en province ou qui retrouveront leur bureau parisien. Donc sans plus attendre, on va avoir un duo avec Texol et Enedis sur la problématique d'autoconsommation collective qui est, on l'a vu, c'est un sujet compliqué, mais on va essayer de le rendre compréhensible et qu'on puisse porter des nouvelles opérations. Les 70 deviendront demain 150 ou un millier. Donc voilà, donc on a le plaisir d'avoir Alexandra Battle et Corinne Source qui vont nous intervenir en duo sur ce sujet. Et bien, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci Richard. Un, deux. Bonjour à tous, je suis Alexandra Baille, chargée de développement chez Texol. Corinne Source, Enedis, donc je suis responsable de la mise en place de l'autoconsommation collective au sein d'Enedis. Avant de répondre à la question, aux questions qui nous ont été posées, on vous propose un petit panorama des acteurs qui sont concernés par une opération d'autoconsommation collective. Donc sur ce schéma de base, nous avons des personnages au centre et des personnages, on va dire, en périphérie. Au centre, vous avez, alors là on a pris le parti de choisir un producteur, on aurait pu en mettre plusieurs, et vous avez, bon, là 2 consommateurs, on pourrait en avoir plusieurs également, ou un seul d'ailleurs. Et ces producteurs-consommateurs sont encadrés par une personne morale organisatrice qu'on appellera PMO, pour simplifier ensuite. Donc, ça, c'est au centre. En périphérie, ensuite, vous avez le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Vous avez les fournisseurs, en l'occurrence, du complément réseau, l'acheteur du surplus et le responsable d'équilibre, ces 2 derniers personnages pouvant être la même entité. Alors, si on zoome sur le centre du schéma, et qu'on s'intéresse au producteur, le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'électricité solaire au consommateur, il signe un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau, il désigne un responsable d'équilibre pour la part autoproduite et autoconsommée de l'opération, et il vend ou cède l'excédent. Le consommateur, les consommateurs, quant à eux, achètent l'électricité aux producteurs et aux fournisseurs réseau, qui peuvent être, selon les opérations, la même entité. Quant à la PMO, elle, son rôle essentiel, c'est de transmettre la clé de répartition de l'énergie solaire au gestionnaire de réseau et d'informer également le gestionnaire de réseau en cas d'entrée ou de sortie des participants. Et sur la périphérie du schéma, mais sans s'étendre, ce qu'on peut dire, c'est que le gestionnaire de réseau, lui, son rôle, ça va être de transmettre différentes informations de comptage aux différents acteurs, producteurs, et puis les différents acteurs périphériques qu'on a vus là. Voilà. Alors, pour la suite de notre présentation, on vous propose de répondre aux questions qui nous ont été posées en la découpant en 2 temps. Ce qui se passe en phase amont d'une opération et ce qui se passe en phase opérationnelle. Et donc Corinne et moi allons nous relayer pour le dérouler. Je te laisse la parole. Alors, donc là, on va parler du moment où vous avez une idée de faire un projet d'opération d'autoconso collective et jusqu'au moment où l'opération va démarrer. Alors, sur l'autoconsommation collective, on a mis en place un dispositif depuis septembre 2017 qui permet de mettre en œuvre des opérations, et donc on en a aujourd'hui 3 qui sont réellement en service. Il y en a 2 qui ont témoigné hier, et puis il y en a une dizaine qui vont démarrer d'ici la fin d'année, et puis encore un certain nombre d'autres avec qui on a des contacts et qui vont, elles, être mises en œuvre sur l'année 2019. Alors ce dispositif,
Il s'appuie d'une part sur les compteurs communicants, donc soit des compteurs Linky quand on est sur des clients qui ont une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, soit sur des compteurs qu'on appelle PME, PMI quand on est sur de la basse tension mais supérieur à 36 kVA. Alors pourquoi des compteurs communicants? Eh bien parce qu'on a besoin d'utiliser la courbe de charge pour pouvoir calculer les données nécessaires à la mise en œuvre de l'autoconsommation collective. Ça, c'est un des premiers objets. Le deuxième, ça va être ce cadre contractuel, donc ça va être la convention qui va être signée entre Enedis et la personne morale. Et on a également mis en place des notes de procédure qui expliquent quand je suis dans la phase annonce, qu'est-ce que moi je dois faire en tant que personne morale ou porteur de projet et qu'est-ce qu'Enedis va faire pour moi. Et on a une deuxième note qui explique, une fois que l'opération a démarré, qu'est-ce qu'Enedis me rend comme service et qu'est-ce que moi, PMO, je dois faire quand je suis dans cette phase opérationnelle. Donc ce cadre contractuel, il est aujourd'hui disponible sur le site Enedis, c'est 3 notes. Donc vous tapez autoconsommation collective dans le moteur de recherche et vous verrez les 3 documents apparaître. Et on va regarder, on va les balayer succinctement dans la suite de la présentation. Et puis enfin, on a développé un système d'information justement pour aller calculer les différentes données nécessaires à la mise en œuvre de l'opération et données qui sont ensuite envoyées aux différentes parties prenantes que sont bien sûr la personne morale, mais aussi les responsables d'équilibre et les fournisseurs. Donc ça, on le verra aussi dans le détail dans la suite de la présentation. Alors, quand je suis porteur de projet, pour pouvoir démarrer une opération, alors je me place sur l'aspect relation avec le gestionnaire de réseau. Je ne viens pas du tout sur les autres champs. Je vais regarder en tant que porteur de projet, qu'est-ce qui va se passer avec Enedis. Il y a des prérequis pour pouvoir démarrer une opération. Donc, il y a 4 prérequis. Le premier, c'est que, il y a ce fameux rattachement au poste HTABT. Donc, il faut que les consommateurs et les producteurs soient rattachés au même poste HTABT. Donc, ça, c'est aujourd'hui encore inscrit dans la loi. Il faut que chaque consommateur et chaque producteur ait un contrat actif. Chacun de ces points, on va y revenir un peu dans le détail. Qui soit équipé d'un compteur communicant et qu'on puisse collecter la courbe de charge. Et enfin, donc, qui est cette personne morale qui ait signé une convention avec Enedis. Pour mettre en place tout ce dispositif, on a créé des points d'accueil dans nos différentes directions régionales auprès de qui vous pouvez vous adresser quand vous souhaitez mettre en place une opération d'autoconsommation collective. La liste de ces points d'accueil, vous la trouvez sur le site Enedis. Donc, de la même façon, en tapant autoconsommation collective, et il y aura une carte de France qui va apparaître. Vous sélectionnez le département dans lequel vous souhaitez faire un projet, et là, vous aurez l'adresse mail à laquelle vous devez vous adresser pour échanger sur les différentes modalités pour démarrer votre opération. Et comme je vous l'ai dit, donc ensuite, il y a une note sur le site qui décrit précisément chaque étape, mais ce n'est pas dans ce niveau de détail qu'on va rentrer aujourd'hui. Alors, si je reviens sur le rattachement au même poste HTABT, donc aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi, ça va peut-être changer demain, on va le voir tout à l'heure dans le module suivant. Aujourd'hui, il faut donc que tous les consommateurs et producteurs soient rattachés au même poste HTABT. Donc vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez être dans 2 situations. Soit vous avez déjà une idée des consommateurs qui vont jouer dans l'opération, et à ce moment-là, donc via l'adresse mail que vous avez identifiée correspondant à la localisation de votre projet, vous envoyez un mail à Enedis en nous demandant de vérifier le rattachement au poste HTABT de vos consommateurs et producteurs. Et donc Enedis vous répondra en vous confirmant ou pas le fait qu'ils sont bien tous rattachés au même poste. Autre possibilité, vous voulez identifier le potentiel d'une opération. Donc là, de la même façon, vous vous adressez à Enedis, alors non pas en donnant les références des consommateurs, mais en nous indiquant par exemple une adresse, en nous disant, voilà, moi j'envisage d'implanter une opération d'autoconsommation collective à telle adresse, et on vous renverra sous une forme cartographique la zone d'action du poste HTABT auquel est rattachée cette adresse. Donc ça vous permettra de visualiser les consommateurs, les rues qui sont desservies par ce poste HTABT et du coup d'aller solliciter les différents consommateurs de la zone. Voilà, donc vous avez 2 options, soit vous savez déjà avec qui vous allez faire l'opération et vous nous envoyez la référence du point de livraison de ces clients-là, donc c'est une référence qui se trouve sur leur facture, soit vous recherchez justement des consommateurs et vous nous dites à telle adresse, j'envisage de faire une opération et on vous dira,
à telle adresse, c'est tel poste, et voilà sa zone d'action. Voilà, ça c'est le premier prérequis, c'est rattachement au poste HTABT. Demain, si la loi change, si c'est d'une autre façon, on adaptera le dispositif. Deuxième prérequis, il faut que tout le monde ait un contrat actif, aussi bien le consommateur et le producteur. Ça veut dire qu'avant de démarrer l'opération, il faut que le consommateur en ait fait son raccordement et sa mise en service, et de la même façon pour le producteur, il faut qu'il soit raccordé et puis qu'il ait signé, alors soit un KE, soit un quart de I, en fonction de sa puissance, avec le gestionnaire de réseau. Voilà, donc après, ça peut être soit en injection totale, soit en injection en surplus, donc c'est ce qu'on en a parlé ce matin. Le producteur qui joue dans une opération, il peut être lui-même autoconsommateur individuel et partager son surplus, ou bien il est en injection totale et il va partager la totalité de sa production. Donc ça, c'est un choix qui se fait au moment de la définition de l'opération, mais ensuite, il faudra qu'il ait donc bien signé un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire de réseau pour qu'on puisse démarrer l'opération. Donc voilà, deuxième prérequis, les consommateurs sont en service et la production est en service. Troisième prérequis, il faut qu'il soit équipé d'un compteur communicant et qu'on collecte la courbe de charge. Donc aujourd'hui, on est en phase de déploiement du compteur communicant Linky, donc tout le territoire n'est pas couvert par les compteurs communicants. Maintenant, si vous nous sollicitez donc, via ces adresses mail que vous trouvez sur le site Enedis en nous indiquant, en vous engageant sur le fait que vous allez réaliser une opération d'autoconsommation collective, eh bien, nous irons installer des compteurs Linky chez les participants, même si la zone n'est pas en déploiement Linky. Voilà, nous ferons une entorse à notre plan de déploiement et nous viendrons installer des compteurs Linky, on les rendra communicants pour que l'opération puisse se faire et sans surcoût pour le client. On ne va pas lui facturer la pause, on va juste anticiper son déploiement. Par contre, ensuite, il y a une action qui, là, est à la main du porteur de projet ou de la personne morale, c'est qu'il va falloir demander son consentement pour qu'on puisse effectuer la collecte de sa courbe de charge. Donc, aussi bien pour le producteur que pour le consommateur, il faudra que la personne morale garantisse disposer de l'autorisation pour qu'on collecte et qu'on utilise sa courbe de charge à des fins d'opération d'autoconsommation collective. Voilà, donc pour ce critère-là, nous, on s'engage à aller poser des compteurs communicants, mais il faut que la personne morale, ensuite, recueille le consentement de chacun des participants. Voilà, et enfin, eh bien, donc on a cette personne morale qui va représenter les consommateurs et les producteurs. Eh bien, on va signer avec cette personne morale une convention. Donc, de la même façon, si vous le souhaitez, le modèle est disponible sur le site Enedis. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette convention ? Eh bien, on trouve bien sûr l'identité des parties, donc la personne morale d'un côté et Enedis de l'autre. On a la liste des participants, consommateurs, producteurs. On a les engagements de chacun. Donc, l'engagement de la personne morale, notamment, c'est de disposer de l'autorisation pour la collecte de la courbe de charge. C'est un de ses engagements. La personne morale, elle va également nous communiquer les clés de répartition, les définir quels sont les coefficients de répartition qu'on va appliquer à la production pour la répartir sur chacun des consommateurs. Et puis bien sûr, elle va nous indiquer nommément les références et les identités des participants. Voilà, donc ça, c'est un document qu'on signe entre Enedis et la personne morale, et donc qui est disponible sur le site Enedis. Voilà, donc ça, c'est les 5 critères, les 5 prérequis qui sont nécessaires pour qu'on puisse effectivement démarrer une opération. Donc, on va signer une convention avec la personne morale et ensuite, il va y avoir un délai entre le moment où on a signé la convention et le moment où l'opération va effectivement démarrer. Alors, délai qui, en fait, a été demandé notamment par les fournisseurs d'énergie, puisque eux, ils sont finalement absents de toute cette phase amont. Ils ont des clients qui consomment la totalité chez eux, qui soutirent la totalité de leur énergie chez eux. Et puis ces personnes, elles vont intégrer demain une opération, mais ils ne sont pas partie prenante de la signature de cette convention. Donc ils ont demandé à disposer d'un délai entre le moment où on a signé une convention et le moment où on va la démarrer pour qu'ils puissent s'organiser afin de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir du coup ne plus facturer le client sur la totalité de sa mesure, mais uniquement sur la part que lui-même aura apporté. Voilà. Donc, il y a un délai aujourd'hui. On est aujourd'hui sur un mode qu'on appelle transitoire. Pourquoi transitoire ? Parce qu'en fait,
c'est Enedis qui a proposé de fonctionner d'une certaine façon, qui a proposé ces modèles de contrat, qui a proposé ces modalités opératoires. Et on se dit que demain, quand on aura quelques opérations, enfin un certain nombre d'opérations qui auront démarré, qu'on aura en face de nous des personnes morales avec qui discuter, des fournisseurs qui auront également fait un petit peu la main sur ce nouveau dispositif, des responsables d'équilibre, eh bien on pourra réunir tout le monde et définir demain un dispositif cible, alors qui sera peut-être le même que celui d'aujourd'hui, mais on engagera une discussion avec l'intégralité des parties prenantes pour définir les dispositions cibles qui devront quand même respecter, bien sûr, ce qui a été indiqué dans la loi. Mais on pourra peut-être procéder à quelques ajustements. Et également, demain, on va chercher à automatiser de plus en plus nos systèmes d'information pour automatiser les échanges. Voilà, aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est des échanges qui se font par mail. Alors, comme je vous l'ai dit, on va avoir 10 opérations sur cette année. On en aura peut-être une centaine l'année prochaine à l'échelle de la France. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait de gros investissements dans nos systèmes d'information pour gérer en masse du volume. Et aujourd'hui, ça ne justifie pas. Mais on a commencé à travailler pour demain faire des choses plus automatisées et donc réduire les délais, notamment ce délai entre le moment où on signe une convention et le moment où on va démarrer effectivement l'opération. Voilà. Donc, si vous voulez beaucoup plus de détails sur tout ce processus amont, comme je vous l'ai dit, il y a une note sur le site Enedis qui, en fonction de votre situation, donc est-ce que j'ai des consommateurs existants et une production existante, ou bien est-ce que je suis dans la situation où j'ai des consommateurs, j'ajoute une production, ou bien est-ce que je suis dans la situation où je construis un nouvel immeuble où je vais mettre des consommateurs et des producteurs, et bien en fonction de votre situation, on va vous décrire les différentes étapes à réaliser de façon beaucoup plus détaillée que ce que je vous ai fait là, c'était un premier aperçu. Alors, dernier sujet qui est un petit peu à la marge, c'est que vous allez peut-être avoir besoin de données pour notamment peut-être dimensionner la production nécessaire pour votre opération. Donc, il y a la possibilité d'accéder aux données de consommation. Un tiers peut nous demander à disposer de données de consommation. Alors, il faut bien sûr qu'ils soient autorisés par les clients. On ne va pas vous communiquer les données si vous n'avez pas l'autorisation du client. Donc, vous avez les modalités précises sur le site Enedis. Alors, je suis désolée, je renvoie beaucoup vers le site Enedis, mais c'est des notes, il y a il y a du détail dedans et je n'ai pas le temps nécessaire pour qu'on rentre dans tout ce niveau de détail. Mais vous savez où aller trouver l'information. Donc, vous pouvez, vous, en tant que tiers, aller demander à Enedis des données de consommation de clients, moyennant le fait que vous avez l'autorisation de ce client, et on vous fournira les données, donc en fonction de son compteur, de sa situation, on peut vous fournir un historique de données, soit de consommation, soit de courbe de charge, si on relevait déjà les courbes de charge. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, si vous souhaitez avoir des données de façon plus récurrente, donc là, on va dire qu'on est sur un besoin ponctuel. Vous êtes en train de dimensionner votre opération et il vous faut avoir une visibilité sur la façon dont consomment vos clients. Vous sollicitez Enedis, on vous donne un historique. Si maintenant vous souhaitez avoir de façon plus récurrente des données, vous en tant que tiers, on expérimente un dispositif où on vous donne accès à notre plateforme d'échange. Donc ça veut dire qu'on a signé avec vous un contrat. Donc c'est un tout petit peu plus lourd que le premier cas. Mais ensuite, ça vous permet de vous abonner pour un client donné et on va vous publier tous les mois ces données de consommation ou de courbe de charge, moyennant le fait de la même façon que ce client ait donné son autorisation. Voilà, ça c'est un dispositif expérimental qui vous permet d'avoir des données en tant que tiers de façon récurrente. Mais ça nécessite un certain nombre de choses et notamment la signature d'un contrat avec nous puisqu'on va vous publier, donc déjà vous donner accès à notre plateforme et puis publier de façon récurrente un certain nombre d'informations. Voilà la façon dont vous pouvez récupérer des données de consommation quand vous êtes en train de qualifier vos projets. J'ai terminé pour ma partie, puis on prendra les questions en fait à la fin. Alors, Enerplan nous a demandé de plancher sur la question quelle forme juridique pour la PMO. D'aucuns diraient que la plus simple, ce serait de ne pas en avoir de PMO, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est un débat à part entière. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il est en fait difficile de répondre de but en blanc à cette question-là.
On peut noter que les travaux préparatoires des textes qui gouvernent l'autoconsommation collective prévoyaient au départ un regroupement sous forme d'associations, de coopératives ou de syndicats de copropriétaires. Et le législateur a finalement décidé de laisser ouvert le champ des possibles. Et donc si ce champ des possibles est ouvert, c'est bien que la PMO peut avoir des formes multiples. Et tout dépend finalement d'abord du contexte. En présence d'une copropriété, par exemple, avec, mettons, que des propriétaires occupants, peut-être que la copropriété sera la bonne forme de PMO. Autre exemple, en présence d'une société coopérative, que ce soit une SCIC, une coopérative de consommation ou une société civile immobilière d'attribution, si la plupart des sociétaires souhaitent participer à l'opération, pourquoi pas, ça peut s'envisager. En fait, il faut un bon alignement des astres, quelque part, entre la structure juridique existante et la PMO, et mesurer le risque que l'équilibre de la structure évolue, par exemple dans le cas de la copropriété, que le risque que des propriétaires jusqu'ici occupants mettent leur logement en location, ce qui est un risque relativement important. Mais donc, si l'alignement des astres dont je parle est difficile à trouver ou à garantir durablement, on peut se dire que par défaut, l'association présente quand même un certain nombre d'avantages, la forme associative, d'abord par sa finalité, notamment le fait de participer à la transition énergétique, également par son fonctionnement relativement souple et par son régime juridique assez léger. Par exemple, on peut modeler dans le temps le régime juridique de l'association pour l'adapter à l'évolution de la taille de l'opération, dans le cas où le nombre de participants viendrait à se multiplier fortement. Et puis, il y a aussi le fait que l'association, cette forme-là, a des coûts limités. Et vu les contraintes économiques de l'autoconsommation collective dont on a parlé ce matin, c'est pas négligeable. Globalement, la recommandation serait de faire simple, mais par rapport au contexte dans lequel on est. Alors, par rapport au principe de repartir d'une structure juridique existante, il y a une règle de base qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il faut que la PMO réunisse producteurs et consommateurs. C'est l'article L315-2 du Code de l'énergie dont on a déjà parlé précédemment et que je vous remets ici à droite. Dans nos échanges avec les porteurs de projets, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il y a souvent une confusion. Le porteur de projet parfois pense que le producteur peut être la PMO. Alors oui, il peut l'être, mais à condition que les consommateurs puissent être membres de l'entité producteur. Autrement dit, dans le cas où un bailleur social est le producteur, il pourrait aussi être PMO tant que les consommateurs sont les seules parties communes ou bureaux de ce bailleur social. Alors, c'est le cas actuel de Gironde Habitat. Le jour où les locataires rejoignent l'opération, il faut requalifier la PMO, ou en tout cas y réfléchir. Et c'est une question qui est regardée à la loupe aujourd'hui par les juristes. Et par exemple, aujourd'hui, des juristes planchent sur le fait que le contrat de location, est-ce que ça peut être une clé pour considérer qu'un bailleur social intègre les locataires en tant que PMO? Voilà, c'est des choses qui ne sont pas encore abouties. Nous, on invite quand même fortement à éviter la confusion, le mélange des genres. Alors, c'est pareil pour le cas de la régie. Dans le cas où un producteur serait une régie municipale, les consommateurs qui seraient les administrés, on peut difficilement envisager que la PMO soit la régie municipale puisque les administrés ne peuvent pas être membres de la régie municipale, en tout cas pas facilement ou de façon intuitive. Alors, je pense que ça a été dit précédemment, il y a une centaine de projets d'autoconsommation collective, si je ne dis pas de bêtises, qui sont aujourd'hui recensés par Enedis à des degrés de maturité assez variés. On a quand même globalement assez peu de projets qui sont vraiment sortis ou prêts à sortir. Et donc, ce que je vous propose là, c'est de passer en revue, sous un prisme plus contractuel, 4 projets parmi ceux qui sont avancés. Le premier, c'est celui de Gironde Habitat.
j'en ai parlé précédemment, il y a quand même une petite question sur un cas comme celui-ci, c'est de savoir si on est vraiment en autoconsommation collective. Et ça, je pense que ça rejoint la question que... Alors, je ne sais pas si la personne qui l'a posée tout à l'heure est toujours dans la salle, mais voilà, la lecture qu'on a, nous, c'est que d'un point de vue physique, effectivement, dans le cas de Gironde Habitat, il y a un transit de l'énergie du producteur au consommateur par le biais du réseau public. Donc, OK, on est en autoconsommation collective de ce point de vue-là. Par contre, d'un point de vue juridique, on a un producteur, le bailleur social, et un consommateur, le bailleur social pour ses parties communes et ses bureaux, qui ne sont pas deux entités distinctes. Donc là, quid, c'est une question qu'on aborde en commission juridique NRPlan, et c'est une situation qui est admise par Enedis, mais bon, à voir. Mais effectivement, ça a été dit tout à l'heure, a priori, dans un cas comme celui-ci, on n'a pas de contrat de fourniture. Voilà, je ne sais pas s'il y a un représentant de Gironde Habitat, d'ailleurs, dans la salle, pour éventuellement rebondir sur ce cas. Maintenant ou à la fin, on verra. Le schéma de droite concerne le projet des Colibres, qui est un projet d'habitat participatif. On a un producteur et une PMO qui sont une coopérative, une société civile immobilière d'attribution. Cette SCIA, elle existait déjà, elle a été créée pour l'ensemble de l'habitat, et en son sein, une SCI classique a été constituée pour financer une partie des logements, les logements des personnes âgées du groupe d'habitants qui eux, sont en location. Et donc cette SCIA rassemble tous les participants propriétaires et au travers de la SCI, les participants locataires également. Autre cas, j'en ai 4 en tout. Tac. Donc celui de gauche, c'est celui de Prémian. Prémian, un village dans l'Hérault. Le producteur est une mairie et elle fait également partie des consommateurs. Dans le cas de Prémian, on a un contrat de fourniture gratuite de l'électricité solaire entre la mairie et les consommateurs, chacun des consommateurs. Et par ailleurs, chacun des participants adhère à la personne morale organisatrice, qui est une association ad hoc, Prémian Énergie Positive. Alors ce qu'on peut préciser sur ce cas-là, ça rejoint plus des discussions sur le modèle économique de tout à l'heure, mais ça peut vous intéresser, c'est que la mairie finance l'investissement, elle le supporte entièrement seule, à savoir quand même qu'elle a 80% d'aide des territoires énergie positive pour le faire. En revanche, la mairie répercute sur les consommateurs les coûts d'exploitation de la centrale, et elle le fait par le véhicule, par le biais de l'association, puisqu'en fait, chaque participant, en adhérant à l'association, verse une cotisation proportionnelle à la part d'électricité solaire qui lui est affectée. Et cette cotisation va venir rémunérer, compenser les coûts d'exploitation qui ont été payés en direct par la mairie aux différents prestataires. Voilà pour ce montage. Et pour le dernier, donc Morbihan Énergie, on est également là dans le cas d'une association, mais cette fois avec un contrat de fourniture payant. Et donc on a l'adhésion à l'association de chacun des participants, comme pour Prémian. Et voilà. Alors, oui, simplement sur cette dernière planche, on aurait pu parler également d'autres cas, et je pense notamment à Enercop qui va inaugurer une opération fin septembre, et qui est donc une coopérative à la fois producteur, PMO, fournisseur du complément, capable de gérer le surplus en direct. Donc c'est encore un autre modèle contractuel, un peu tout en un, et qui vient s'additionner à la somme des différentes configurations qu'on peut trouver d'un point de vue contractuel. Je te redonne la parole.
Alors on va maintenant passer, donc on a regardé la partie mise en œuvre avant le démarrage, on va maintenant regarder, une fois que mon opération a démarré, qu'est-ce qu'Enedis fait pour la personne morale et pour que ça fonctionne. Tout d'abord, on va aller relever les courbes de charge des producteurs et des consommateurs qui participent à l'opération. Et ensuite, on va aller calculer un certain nombre d'informations à partir d'une part de ces courbes de charge et d'autre part des coefficients de répartition qui nous ont été communiqués par la personne morale. Donc on va prendre la courbe de charge d'un consommateur donné, on va aller y retrancher la part de production qui lui est affectée, on va y aller appliquer la part de production qui lui est appliquée et de ce fait on va indiquer pour ce consommateur-là, sur sa consommation totale, voilà ce qui relève, ce qui a été amené par la production locale. Et puis donc le reste, c'est ce qui aurait été amené par son fournisseur. Donc voilà, à partir de ces courbes de charge et des coefficients, on va déterminer, finalement, on va aller couper la consommation d'un client. On va prendre sa courbe de charge, on va dire dans cette courbe de charge, voilà, cette partie-là, ça a été amené par la production locale et puis l'autre, ça a été amené par le fournisseur. Et ensuite, on va regarder au global de l'opération. Donc on a une production qui participe à une opération et il peut très bien se faire que la totalité de la production n'ait pas été utilisée par les différents consommateurs, il peut y avoir un surplus. Et donc, de la même façon, on va aller calculer ce surplus. Ces différentes données, on va les envoyer à la personne morale. On va aussi les envoyer au fournisseur, donc pour qu'il puisse... Donc, on ne va pas envoyer tout au fournisseur, on va lui envoyer la part qui lui revient. On va lui dire, voilà, pour ce client-là, finalement, la fourniture que vous avez assurée, c'est tant. On va aller également indiquer à la personne morale quel était le surplus. Et puis, on va également indiquer au producteur, parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu plusieurs producteurs. Si on n'a qu'un, c'est lui qui aura couvert la totalité qui aura couvert la part qui est amenée par la production. Mais si on a plusieurs producteurs, on viendra lui dire, vous, dans la part dans l'autoconsommation globale, voilà ce qui a été amené par votre production. Voilà, donc on prend les courbes de charge individuelles et on va, en appliquant les coefficients, calculer un certain nombre de données et les envoyer aux parties prenantes. Ça, c'est des choses qu'on va faire tous les mois et on enverra ça tous les mois aux différentes parties prenantes. Voilà, donc durant la durée de l'opération, donc comme je vous l'ai dit, tous les mois, on va les calculer, on va faire le relevé, le calcul et la publication de données. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Et puis, ponctuellement, il peut y avoir des modifications dans notre opération. Il peut y avoir des entrées ou sorties de consommateurs. Un consommateur peut quitter son logement, donc du coup, il va sortir de l'opération, le temps qu'il y en a un nouveau qui arrive. Il peut y avoir, finalement, on a réussi à convaincre d'autres riverains de l'opération, donc des entrées de la même façon, qui sont liées au fait qu'il y a un nouvel arrivant dans l'opération. Donc ça, c'est des modifications ponctuelles. Donc ça, c'est la personne morale qui doit en informer Enedis. Donc dans toutes ces relations là sur la durée de l'opération, de la même façon, c'est un point d'entrée unique. C'est celui avec qui vous avez discuté sur la phase amont qui ensuite va vous suivre sur toute la durée de l'opération, qui va suivre la personne morale. C'est avec ce point d'entrée unique que la personne morale sera en relation et pour mettre en place son opération et ensuite pour la durée de l'opération. Donc des entrées-sorties notifiées par la personne morale et puis elle a peut-être aussi envie de modifier les paramètres, les coefficients de répartition. Donc je vais faire juste un petit zoom en espérant ne pas vous perdre. On a aujourd'hui ouvert deux possibilités pour les coefficients de répartition de la production. Donc la personne morale va nous dire, voilà, au démarrage de l'opération, ce consommateur-là, il a le droit à 10% de la production, tel autre consommateur 20%, tel autre 30%, etc. Donc elle va nous répartir la production sur chacun des consommateurs et elle peut le faire de deux façons. Soit elle nous le dit, voilà, ce consommateur-là, il a toujours droit à 50% de la production. Et donc nous, quand tous les mois, on va faire nos calculs, on va prendre la courbe de charge de production, on va regarder à quoi correspond 50% de cette production et on va l'affecter au consommateur qui nous aura été désigné sur toute la période. Ou bien la personne morale peut faire un autre choix, ça c'est ce qu'on appelle des coefficients statiques, c'est-à-dire que c'est la même valeur pour toute la période. Donc quand je dis toute la période, c'est au moins un mois. Après, si 2 mois, 3 mois, 4 mois, après, elle peut venir modifier les coefficients. Mais ça sera la même valeur pour toute la courbe de charge, pour toute une courbe de charge sur un mois donné. C'est ce qu'on appelle des coefficients statiques. Ou bien la personne morale, elle a des personnes comme Texol qui les accompagnent et qui leur mettent à disposition un système qui permet de calculer ce qu'on appelle des coefficients dynamiques, c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps de la courbe de charge, la valeur du coefficient va changer.
Donc, par exemple, à 13 heures, le consommateur 1, il avait droit à 50%. À 14 heures, il aura droit à 14 heures, j'ai dit, je sais plus, je vais partir de 14 heures, 50%, 14h30, 52%, 15 heures, etc. Donc, ça, c'est une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle des coefficients dynamiques, c'est-à-dire que sur un mois donné, on peut nous envoyer une valeur de coefficient pour chaque consommateur par pas 30 minutes. Voilà. Donc, quand on est sur des coefficients statiques, on a déjà les valeurs de coefficients. Donc là, on n'a pas d'échange avant les calculs. On lance nos calculs, on envoie le résultat. Quand on est sur des coefficients dynamiques qui changent, eh bien là, avant qu'on lance les calculs, la personne morale nous envoie les coefficients. Voilà. Demain, on va ouvrir autre chose. C'est ce qui est prévu dans le décret. C'est que si la personne morale ne nous communique pas de coefficients, on appliquera une règle par défaut pour calculer la répartition de la production sur les consommateurs, et c'est celle qui est indiquée dans le décret, donc c'est au prorata de la consommation. Donc ça, c'est pas une option disponible dans la Convention, mais elle le sera d'ici la fin d'année. Voilà, donc tous les mois, on relève, on calcule des données, et de façon ponctuelle, on modifie le périmètre, ou bien on modifie les coefficients. Je crois que c'est à toi après. Donc, si on regarde les implications vues de l'intérieur de la PMO de tout ce qui a été dit, oui, on n'a plus qu'une planche. Voilà. Pour ce qui est de la détermination des coefficients, donc la PMO doit avoir acté un processus de décision, un mode opératoire, le poids des acteurs en son sein, comment ils vont s'organiser pour décider de ces coefficients. Si on prend l'exemple de Prémian, c'est une association, se réunit en assemblée générale ordinaire une fois par an pour acter les coefficients et la cotisation associée, comme je disais, proportionnelle à la part de soleil affectée. Et dans le régime juridique, il est prévu que chaque adhérent a une voix, ce qui pour le producteur signifie qu'il a deux voix, une en tant que producteur et une en tant que consommateur, puisque dans le cas de Prémian, la mairie a les deux casquettes. Et puis il a été convenu qu'à l'occasion de l'établissement d'un règlement intérieur éventuel ultérieurement, on pourrait venir préciser certains points au besoin, par exemple introduire un droit de veto pour protéger le producteur, ce qui, du choix de la mairie, pour l'instant, n'a pas été fait. Ensuite, pour ce qui est de la rotation des participants, ce qu'on peut dire, c'est que l'appartenance à la PMO, elle est indivisible du contrat de fourniture, sauf pour le producteur, puisqu'en cas de départ du producteur, il est bien de prévoir qu'un autre producteur puisse se substituer à lui, un nouveau producteur auquel le contrat de fourniture aura été cédé. Ensuite, deux points, mais qui concernent plus les producteurs consommateurs et moins la structure PMO en tant que telle, c'est les implications en termes d'équilibre économique, puisque donc, un consommateur qui part, ça veut dire qu'il y a plus d'électricité solaire à partager entre les autres, sous réserve de compatibilité avec les profils de consommation. Donc c'est bien pour les consommateurs en place. Et par contre, il y a un risque de manque à gagner pour le producteur, qui va éventuellement devoir gérer en plus le surplus lié au départ. Un consommateur qui entre, ça va être une réduction de l'énergie solaire pour les consommateurs en place, donc peut-être une baisse de l'économie générée pour chacun. Et par ailleurs, ça peut être une sécurité économique renforcée pour le producteur. Donc ces implications en termes d'équilibre économique, elles sont à regarder alors en anticipation, en amont, mais aussi à gérer dans le vif du sujet. Et enfin, de ce point de vue, on peut noter que le droit des baux offre certaines ressources pour aider à maîtriser la rotation en question. C'est fini. On peut laisser des questions, Richard ou... Oui. Bonjour, Donald François, c'est Réunisson Énergie. J'ai une question pour Madame Sor, deux questions en fait. Une concerne notamment la phase amont où, notamment en tant que développeur, on essaie d'évaluer le potentiel.
En termes d'accès aux données, est-ce qu'il y a moyen d'accéder à des données globales agrégées à un niveau post-HTA-BT? C'est-à-dire de comprendre l'énergie qui transite par un post-HTA-BT, anonymisé, pour nous permettre justement de préparer ces avant-projets et les business plans associés. Alors non, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de disposer de données agrégées à l'échelle d'un poste, en fait. Après, c'est, si vous avez... quelle est votre finalité de disposer de données à l'échelle du poste? Puisque finalement, vous allez regarder une opération à un endroit donné. Nous, de toute façon, on raccordera les clients derrière. Oui, dans les questions de dimensionnement, pour voir justement dans les périodes de production d'énergie solaire, quel est le mix en termes de dimensionnement idéal pour cette grappe de consommateurs potentiels. Alors, ce que vous pouvez utiliser, donc on a mis, c'est très récent, hein, c'est au mois de, on a ouvert ça cet été et ça va être pleinement disponible là au mois de septembre à partir de votre espace client. Donc tout le monde peut ouvrir un espace client sur le site Enedis, il faut juste que vous ayez un numéro de compteur. On vous met à disposition un outil qui vous permet de simuler les raccordements. Donc ça répond peut-être pas tout à fait à votre question, mais en tout cas, vous pouvez aller positionner, dire voilà, à tel endroit, je vais mettre une production ou une consommation, indiquer la puissance que vous envisagez, et ça va vous indiquer quel est le niveau de contrainte que va apporter votre raccordement. Donc ça doit pouvoir vous aider dans votre dimensionnement. Et ensuite, ça va aussi permettre de vous dire... Si, imaginons, vous êtes sur un niveau qui va nécessiter des travaux, ça vous indiquera pour la production quelle est la puissance maximale que vous pouvez mettre sans que ça occasionne des frais en termes des coûts importants en termes de raccordement. Donc, je pense que ça doit... Très bien, merci. Donc effectivement, ça répond à la question. L'autre alternative, vous l'avez expliqué, c'est une fois qu'on a identifié les consommateurs, s'ils donnent leur accord, là, à ce moment-là, vous pouvez nous livrer les données au kilowattheure près pour ce consommateur. Exactement. Donc comme je vous l'ai dit, alors il faut aller regarder sur le site Enedis ou adresser un mail, il y a un formulaire à remplir. Donc il faut que vous ayez le consentement du client. Et ensuite, en fonction de ce qu'on relève pour ce client, parce que si c'est un client pour lequel on n'a jamais collecté de courbe de charge, on vous donnera les index, donc les consommations dont on dispose et pas forcément la courbe de charge. Voilà. Ça dépend du compteur du client, de ce qu'on a déjà collecté. Mais oui, tout à fait. Une fois qu'il vous a donné son autorisation, vous pouvez nous demander un historique. D'accord. Et dernière question, une précision sur le modèle dynamique de répartition de la production. Oui. Donc si je comprends bien, ça permet de mettre un modèle a posteriori, c'est-à-dire en fonction de la consommation réelle des participants du périmètre de l'autoconsommation. Oui. Très bien. Merci. Alors sur ce sujet-là, donc dans la note là, qui décrit les modalités, vous avez le format du fichier selon lequel vous devez nous envoyer ces coefficients, voilà, pour vous aider dans votre construction. Juste pour rebondir sur la réponse, ce qui est proposé depuis cet été, c'est tester mon raccordement. Pardon ? Ce qui est proposé depuis cet été, c'est tester mon raccordement. Voilà, ça mais y est. Je ne suis pas sûr que ça puisse répondre... parce que c'est pour l'injection et la consommation, les deux. Et la consommation c'est en fait l'utilisateur qui fait le choix. Conso, prod ou les deux. Il positionne ses points, il indique pour chacun s'il est conso, s'il est prod, quelle est la puissance envisagée et ça va simuler. Ah, j'ai pas entendu. L'énergie. Alors oui, c'est au niveau de la puissance, c'est ça qui va dimensionner le raccordement, l'énergie. Après, si vous voulez des volumes d'énergie, ça sera avec vos clients. Des agrégats, après, vous pouvez en trouver aussi en open data. Alors, ça ne sera pas la maille du post HTA-BT, mais vous pouvez aller regarder, il y a un certain nombre déjà d'informations disponibles sur l'open data d'agrégats, puisqu'on est aussi tenu de respecter la confidentialité des données. Mais vous trouvez un certain nombre d'informations, des profils types, des agrégats, sur l'open data d'Enedis également. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous être utiles. Bonjour, Philippe Bonny, installateur à Lyon et délégué régional FFIE Rhône-Alpes-Auvergne. Votre présentation, alors ma question s'adresse à vous, Madame Morse. Votre présentation était globalement très claire et très éclairante. On ne parle que d'existants.
Dans toutes les métropoles, on assiste actuellement à des créations à partir de zéro de quartiers de villes qui, la plupart du temps, se bâtissent ou s'allotissent sous forme d'îlots. Quand un îlot démarre, le promoteur, globalement, a vendu à peu près tous les appartements. On connaît les futurs consommateurs. On est capable de monter une PMO. On sait la plupart du temps qu'il y a un nouveau poste qui va être créé pour alimenter 1, 2, 3 immeubles, etc. Si j'ai bien entendu, bien compris votre exposé et vos prérequis, on ne peut pas faire démarrer une opération d'autoconsommation collective puisque personne n'est raccordé, le poste n'existe pas. Donc en phase d'étude et en phase construction, on ne peut pas avancer sur ces plates-bandes. On ne peut pas partir tout de suite sur une opération d'autoconsommation collective. Alors, dans votre projet, vous pouvez bien sûr réfléchir à cette opération, mais elle pourra démarrer effectivement, comme vous le voyez, pour qu'elle démarre, il faut qu'on ait des consommations, il faut qu'on ait des productions, pour qu'on fasse la répartition. Donc, de façon effective, oui, il faut que tout le monde soit en service, tout le monde consomme ou produise pour qu'on puisse démarrer l'opération. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si je n'ai pas de consommation, je comprends bien. Je comprends bien le système. Il faut effectivement être accordé pour commencer à facturer, ça me paraît très clair. Oui. Par contre, dans la conception propre d'un îlot qui sort de terre, donc de zéro, on a obligation quasi de mettre des ENR. C'est pratiquement tout le temps du photovoltaïque, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Les promoteurs nous demandent, quand on est associé, que ce soit les bureaux d'études de conception ou certaines fois on peut y être associé aussi, de les aider ou de réfléchir. On va dans ces solutions-là parce que c'est effectivement les bonnes solutions, mais on ne peut pas faire démarrer tout de suite la réflexion quand le programme est en cours de commercialisation. Du sujet PMO, d'adhésion dans les PMO, etc. Parce que ça pose d'énormes contraintes aux promoteurs. Il doit incorporer toute cette démarche-là dans l'acte qu'il fait signer à son preneur. Et visiblement, on n'a pas encore cet accompagnement-là ou ces capacités-là dans la démonstration que vous avez faite, ou alors j'ai pas tout suivi, tout compris. Alors, si vous êtes dans le cas, donc ça c'est expliqué un peu plus dans la note, donc quand vous êtes dans le cas où c'est quelque chose de totalement neuf, vous pouvez bien sûr contacter Enedis et nous indiquer que vous allez démarrer une opération à tel endroit, que vous avez déjà fait ou pas les demandes de raccordement pour les consommateurs, pour les producteurs, et puis on regardera ensemble comment on peut vous accompagner. Mais effectivement, on démarrera l'opération qu'une fois que... Voilà. Mais même en face, dans la note qui décrit ces modalités amont, on a bien traité le cas où c'est en construction. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Oui, dans le prolongement de la question de monsieur sur les données disponibles, j'avais cru comprendre que vous mettriez à terme la cartographie des postes, si on en reste toujours sur cette notion de poste, à disposition. Est-ce que c'est prévu, et cartographie des postes et des données associées qui permettraient justement de connaître ce potentiel en amont, ce potentiel pour des opérations collectives? Alors oui, c'est une réflexion qu'on a engagée. Maintenant, ça prend du temps de rajouter des jeux de données dans notre open data. Donc, du coup, on s'est dit que on avait des demandes, donc on répond effectivement pas à votre demande d'avoir une cartographie nationale. Maintenant, sur un projet donné, on va vous identifier le potentiel et effectivement, on regarde ce qu'on pourra faire dans le futur. Maintenant, je vous avoue qu'on est aussi un petit peu en attente de ce qui va se passer avec la nouvelle définition qui va peut-être être apportée par la loi, puisque s'il n'y a plus cette notion, il n'y aura plus de vérification à faire, de rattachement. Donc voilà, on est un peu aussi... mais on a engagé des travaux pour regarder si effectivement on pouvait être beaucoup plus large que la personne qui vient nous demander. Mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez dès à présent nous dire j'envisage de faire une opération à tel endroit et on vous dira le poste c'est celui-ci et voilà sa zone d'action. Donc ça vous permet quand même d'identifier un potentiel, mais effectivement à un endroit donné et pas sur toute la France.
Jean-Yves Collat de Studio 9. Je reviens sur ce que disait monsieur concernant les opérations neuves. Est-ce qu'il n'est pas pensable de partir d'estimation et de projection lorsqu'on fait la conception et par la suite de revoir la répartition et les niveaux et les courbes de consommation lorsque les enregistrements ont été faits? Alors oui, bien sûr. Vous pouvez démarrer votre convention avec des coefficients parce que voilà, c'est une opération neuve et vous êtes parti sur des profils types. Et puis ensuite, la laisser vivre et puis revenir vers Enedis et dire, bah voilà, je change mes coefficients, voilà les nouveaux. Ça, c'est tout à fait possible. Oui, Michel Lamotte. Vous avez dit que si on démarre un projet d'autoconsommation collective, donc cette fois-ci dans de l'existant, mais que les gens n'ont pas encore le Linky, vous allez commencer par venir installer les Linky. Oui. Si ensuite, il y a, pour une raison administrative, l'opération ne peut pas se faire, est-ce qu'à ce moment-là, vous facturez le changement des Linky, bien que l'autoconsommation collective ne soit pas mise en place? Alors, on a effectivement prévu un formulaire d'engagement parce qu'en fait, on ne veut pas se retrouver noyé sous des gens qui nous disent je veux faire une opération pour avoir des Linky plus vite et au final, il n'y a pas d'opérations qui se font. Donc, on a bien prévu un formulaire d'engagement. Non, vous y croyez pas? Ah, bah, il y en a peut-être. Oui, pour l'instant, c'est vrai. Donc voilà, on a prévu un formulaire d'engagement. Maintenant, s'il y a une raison tout à fait justifiée qui fait que l'opération ne se fait pas, voilà. Il y aura un échange avec Enedis sur le sujet. Bonjour. Oui, moi je trouve ça extrêmement risqué en fait pour un développeur de projet d'avoir obligatoirement des installations de production en service avant finalement de formaliser l'autoconsommation collective, notamment en fait quand on crée ces installations de production. Moi je trouve ça extrêmement risqué et du coup je voulais savoir comment est-ce que on doit gérer le raccordement au réseau de chaque installation de production qu'on envisage en autoconsommation collective, mais à titre individuel, c'est-à-dire que on doit d'abord faire une demande de raccordement au réseau pour chaque installation de production. Mais comment en fait? Est-ce qu'on le fait en vente totale, on le fait en vente du surplus, on le fait en autoconsommation, alors que finalement aucun de ces schémas-là ne va répondre à l'utilisation réelle de l'énergie au final, puisque ça sera une production qui sera à la fois consommée et attribuée à un autre consommateur par la suite. Alors, je vais essayer de répondre si vous me reposerez des questions si ce n'était pas assez clair. Le fait que la production et les consommateurs soient en service, c'est pour démarrer effectivement l'opération, pour que nous, on lance les relevés et les calculs. Maintenant, il y a bien sûr toutes ces phases amont où on va avoir un échange. Et en termes de raccordement, finalement, aujourd'hui, vous installez essentiellement des installations photovoltaïques pour faire de l'autoconso individuel avec vente ou pas de surplus, ou bien de l'injection totale. C'est aujourd'hui les possibilités qui s'offrent. Là, il y en a une nouvelle. Un nouveau choix, c'est l'autoconsommation collective. C'est que votre production, au lieu de la vendre, de vendre le surplus ou la totalité, finalement, vous pouvez la partager au sein d'une opération. Donc, en termes de raccordement, ça n'a aucun impact. C'est après un choix contractuel que vous allez faire, et c'est une question que vous devez vous poser dans la phase amont, notamment quand vous regardez peut-être le business model de votre projet, c'est de se dire, voilà, moi, je vais installer une production à cet endroit-là, donc elle va être raccordée de manière tout à fait classique au réseau. Et vous devez également vous poser la question, je crois que c'est la personne, M. Hott, qui en a parlé, c'est de dire est-ce que je vais la raccorder pour que la totalité de la production soit partagée ou est-ce que je la raccorde en me disant le bâtiment qui l'apporte autoconsomme et je vais partager qu'un surplus. Ça, c'est des questions que vous devez traiter au moment où vous élaborez votre projet. Tout à fait, mais officiellement, quand on va vous faire la demande de raccordement de cette installation, on peut dès le début dire elle est destinée à un projet d'autoconsommation collective. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut faire une demande de raccordement groupée de toutes ces installations de production? Alors non, en termes de raccordement, aujourd'hui, vous passez par le processus classique de raccordement. Donc vous allez indiquer si c'est de l'injection totale ou du surplus. Vous allez indiquer donc un responsable d'équilibre, puisque à date le surplus ne peut pas être vendu, ça ne peut pas être l'obligation d'achat.
Donc vous allez devoir désigner dans votre demande un acheteur tiers. Mais vous allez rentrer par le processus de raccordement standard. Et ce qu'on a prévu, je n'ai pas pu tout détailler de ce qui se trouve dans la note, c'est que si vous savez que vos installations vont jouer dans une opération, c'est qu'en parallèle, vous indiquiez à ce point d'accueil autoconsommation le fait que vous avez fait des demandes de raccordement en indiquant les références et que leur objectif va être d'être dans une opération d'autoconso collective, ce qui va permettre à la personne qui gère cet aspect-là d'aller regarder un petit peu côté raccordement comment ça se passe, d'avoir des échanges avec vous sur le sujet. Mais vous passez pour le raccordement de vos installations par le processus classique, par les guichets que vous avez l'habitude, et c'est bien une demande par installation de production. C'est uniquement ensuite dans l'aspect, on va dire, valorisation de votre production que vous allez faire un choix de vendre en obligation ou de participer dans une opération. Et là, derrière, le schéma contractuel est différent. D'accord. Mais parce que l'impact en fait qu'a une installation sur le réseau n'est pas le même quand, j'imagine, c'est vous qui le percevez de cette façon-là, quand on décide de vendre la totalité de l'énergie par rapport à une installation qui va autoconsommer et affecter une partie de son surplus à un autre consommateur sur le réseau. Je veux dire que l'impact sur le réseau n'est pas le même et donc j'imagine que le ça coût doit du influer. Raccordement. Et oui, ça doit influer sur le coût du raccordement. Oui, mais ça, en fait, ça c'est un élément que vous devez intégrer dans la... et là, Enedis peut pas peut pas forcément vous aider à construire votre projet, c'est quand vous allez regarder votre business model que vous allez dire, moi, est-ce que j'ai intérêt à partager qu'un surplus ou est-ce que j'ai intérêt à partager la totalité? Parce qu'il y a une configuration qui fait que je ne peux pas faire d'abord de l'autoconso individuel. Après, ça c'est le cas aujourd'hui déjà, quand je fais un raccordement sur une injection en totalité, ce n'est pas le même coût que quand je suis sur une injection de surplus. Je suis d'accord, mais là, je risque de faire une demande de raccordement en vente totale, oui. Donc d'avoir un coût de raccordement élevé, alors qu'en réalité, l'impact sur le réseau de mon installation, vu qu'elle sera en autoconsommation collective, sera beaucoup plus faible. Alors non. Alors, on peut imaginer que demain, et ce sera tout l'objet du REX qu'on devra mener sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, si vous faites une injection en totalité, ou bien si vous décidez de partager la totalité, la puissance qui va transiter par le réseau, c'est la même. Alors effectivement, oui, si, parce qu'en fait, votre production elle va être distribuée aux consommateurs par le réseau de distribution. Oui, mais seulement le surplus. Alors non, vous me parliez de l'injection en totalité. Oui, oui, parce qu'il faut que je passe par un schéma standard de raccordement de cette installation avant qu'elle rentre dans l'autoconsommation. Non, vous avez le choix. Quand pour jouer dans une opération d'autoconsommation collective, vous avez le choix. Soit vous faites le choix de partager la totalité de votre production, et là c'est bien un raccordement de type injection en totalité, soit vous faites le choix de ne partager qu'un surplus dans l'opération. Et donc là c'est un raccordement en surplus. C'est à votre main ça. Ça ne change rien au niveau du réseau, c'est simplement le poste de livraison. Quand vous faites la vente de la totalité, vous avez un poste de livraison dédié pour tout injecter, et sinon on a un poste de livraison, en fait on consomme et on injecte le surplus. Mais voilà. Je propose qu'on clôture cette... il reste une question parce qu'il est rapide alors. Parce que non, c'est juste une question technique. Est-ce que toute la puissance de production sur un même poste source en autoconsommation est concernée par les puissances dédiées dans le cadre des schémas de raccordement régionaux, ou est-ce qu'elle n'est pas prise en compte, puisqu'on a des puissances maxi dédiées par poste source en ENR, et est-ce que justement une opération d'autoconsommation doit aussi se préoccuper de savoir si la puissance dédiée dans le schéma directeur est atteinte ou pas? Alors, il y a pas de. C'est considéré comme une installation de production classique. Elle n'est pas estampillée autoconsommation collective, puisque c'est un raccordement classique, c'est une installation standard, classique, donc il n'y a pas de particularité. Merci à vous. On n'a pas épuisé le sujet, je suis désolé, c'est un peu technique, mais on aura l'occasion de se revoir pour continuer. Là, c'est les premières opérations. Merci à vous, Alexandra et Corinne. Alors, on va continuer avec un peu de prospective sur ce qui va arriver sur l'autoconsommation collective. C'est a priori l'agrandissement du périmètre.